Tribunal. Monsieur, dossier 3, Intermarché, société, monsieur. Vous pouvez avancer s'il vous plaît. Alors, vous êtes... Oui, et comme partie civile, donc, nous avons monsieur... C'est bien vous, qui représentez la SCU Cabri, et nous avons le monsieur, vous m'avez dit, monsieur... Monsieur le Président. Monsieur qui est pharmacien. Bon, alors... Si je puis me permettre, oui. Monsieur le Président, il y a aussi la ST qui exploite l'Intermarché en question. Donc, vous êtes poursuivi, monsieur, pour avoir, le 16 juin 2007, selon monsieur le procureur de la République qui vous poursuit, ainsi que madame le juge d'instruction, volontairement détruit un supermarché sous l'enseigne Intermarché, dans des locaux appartenant à la société immobilière. En outre, aurait été endommagée à la suite de cet incendie criminel partiellement une officine de pharmacie appartenant à monsieur le pharmacien, ici présent. Donc, est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Non. Non? Non. Parce que vous les avez reconnus en garde à vue, jeune Non, homme. après, je suis revenu sur ma déposition. Vous êtes revenu sur votre déposition? Oui. Lorsque vous avez comparu devant le juge d'instruction? Oui. Bon. Alors, je donne la parole à votre avocat. Oui, Monsieur le Président. Monsieur a été placé en garde à vue le 21 octobre 2008 à compter de 6h50. Et vous verrez qu'il sera en garde à vue jusqu'au 22 octobre 2008 à 16h05, soit pendant plus de 35 heures. Et lorsqu'il est présenté devant Madame Tubin, le juge d'instruction, il va tout de suite déclarer, dans le cadre de sa mise en examen, tout ce que j'ai dit au commissariat, c'est faux. Alors, je vais aujourd'hui solliciter la nullité des PV de décision de garde à vue en application, Monsieur le Président, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir des arrêts turcs Saldus et Danayan. Le fait que le prévenu ne soit pas assisté d'un avocat pendant la garde à vue, ça a été considéré par la Cour européenne des droits de l'homme comme attentatoire au droit d'un procès équitable. Bon, là, il a demandé à bénéficier quand même d'un avocat. Il a demandé à bénéficier d'un avocat tout de suite. Oui. Tout de suite. Alors l'avocat effectivement est intervenu. Vous l'avez vu, l'avocat? Oui, en garde à vue, oui. Avant les auditions? Avant les auditions. Ouais. Effectivement, il a pu voir... Et à la prolongation? À la prolongation, non, il n'y a pas eu d'avocat. Il a renoncé à l'avocat? Il a renoncé à l'avocat. D'accord. Enfin, il a quand même vu un avocat avant les Monsieur le auditions. Président. Mais vous verrez néanmoins qu'on ne peut pas s'incriminer soi-même et que dès lors qu'il n'était plus en garde à vue, c'est-à-dire dans une position de vulnérabilité, il a été voir le juge d'instruction pour déclarer que toutes les déclarations qu'il avait faites étaient fausses. Voilà mes observations. Oui, ce que vous soutenez, c'est que là, lorsqu'il a passé ses aveux, il l'a fait hors l'absence d'avocat, n'est-ce pas, maître? Ce que je déclare, Monsieur le Président, c'est que nous demandons qu'il puisse avoir un avocat dans le cadre de son audition en garde à vue. Voilà ce qui est demandé. Or, dès lors qu'il n'y a pas d'avocat en cours de garde à vue, la procédure est attentatoire au droit au procès équitable. Donc je vous demanderai, Monsieur le Président, Madame du tribunal, de faire droit à ma demande de nullité en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne. Bon, ben, je vous remercie, maître. Alors, quels sont les avis des parties civiles? Maître? Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, il est indiqué dans ce procès verbal, dont l'objet était la notification de prolongation de garde à vue. Vous me rappelez que je peux bénéficier du droit à m'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure de prolongation. Pour le moment, je ne désire pas m'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure de prolongation. Par conséquent, il me semble que les droits de la défense ont été largement respectés dans le cadre de cette garde à vue, et il est un peu facile maintenant de venir dire que tous les faits qui ont été révélés et qui correspondaient à ce qui avait été constaté par les policiers sont inexacts maintenant. Bon, ben, je vous remercie. Je demande le rejet de cette demande. Et messieurs, vous avez des observations à faire pour vous en rapporter? Il y a un procès parallèle, Monsieur le Président, qui se déroule devant le tribunal pour enfants, puisqu'ils étaient trois. Il y avait trois auteurs, on ne doit pas citer le nom, bien sûr, des mineurs. Il semblerait qu'il y ait un DVD de la garde à vue. Des auditions. Il y a des auditions. Des auditions, voilà. Il y en a d'ailleurs un de monsieur qui est versé au dossier. Bien qu'il soit majeur au moment des faits, il y a eu un enregistrement qui a été fait de votre déposition.
Et simplement, les détails qui sembleraient exister dans ces enregistrements sont surprenants, au-delà de la reconnaissance ou pas. Est-ce qu'on donne autant de détails quand on n'a pas fait quelque chose? D'accord. Bien, je vous remercie. Monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions? Deux observations. Déjà, en effet, la garde à vue fait débat en ce moment. C'est un sujet d'actualité. Certainement, les droits de la défense vont être améliorés. Mais dans le dossier qui nous intéresse aujourd'hui, le maître produit 2 arrêts qui, je le rappelle, sont postérieurs aux faits que nous jugeons aujourd'hui. Donc, je laisse au tribunal d'apprécier les faits rétroactifs des jurisprudences. Sur le fond, elle ne dit pas ça, la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il y a un effet médiatique. On croit que c'est des révolutions qui sont à chaque fois proposées. Il ne s'agit pas d'une révolution. La jurisprudence agit par petites touches. Ce qu'elle dit exactement aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur le seul fait qu'il soit passé à des aveux dans le cas d'une garde à vue sans la présence ou l'assistance d'un avocat pendant son audition. Ce n'est exactement que cela dont il s'agit. Donc je demanderai que soit rejetée cette exception de nullité. Bon, ben, je vous remercie. Bon, le tribunal joint cet incident de procédure au fond de l'affaire. Il ne sera rendu qu'un seul et même jugement sur l'exception de nullité et sur le fond du dossier, le cas échéant. Donc, je vais faire un bref rapport de cette affaire, monsieur. Vous êtes mis en cause pour des faits concernant un grave incendie criminel. La cause criminelle ne fait aucun doute. Dans la nuit du 16 juin 2007, vers 2h du matin, vers 2h40, un magasin Intermarché a été détruit en grande partie à la suite d'un incendie. Ce qui a entraîné la mise au chômage de 37 employés, le préjudice immobilier, à peu près, le préjudice immobilier, vous la partie ici, vous allez le chiffrer, vous étiez assuré, je suppose? Oui. Pour pas. Alors, on nous dit dans ce dossier qu'il y aurait eu, en cumulant le préjudice immobilier plus le préjudice commercial, la perte d'exploitation du magasin Intermarché, on arriverait à 5 millions d'euros. Alors, d'après les constatations qui ont été faites par les policiers ont découvert ce soir-là, le long du magasin Intermarché, une sorte d'échafaudage qui avait été confectionné avec des palettes. Donc, on avait des palettes qui reposaient sur une sorte de caisse en plastique. Et puis, il y avait une grille qui permettait de monter sur le toit. Et apparemment, des individus se seraient hissés sur le toit. L'expertise technique qui est au dossier, cependant, ne prend pas position sur l'origine du sinistre. Donc nous n'avons pas la certitude que le feu vienne du toit. C'est une éventualité. Deuxièmement, l'expertise n'a pas permis de retrouver un liquide inflammable. Généralement, ces incendies sont réalisés avec du gasoil. On n'a pas retrouvé de liquide inflammable. Bon. Vous avez été placé en garde à vue le 21 octobre 2008. Oui. Et là, donc, monsieur, vous avez passé des aveux, certes, hors la présence d'un avocat, mais vous avez passé des aveux. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure, vous m'avez dit, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Pour quelle raison vous avez passé ces aveux, monsieur? Parce que la nuit, avant d'être en garde à vue, j'avais pas dormi, j'étais super fatigué. Oui. Et bon, voilà, et j'avais peur. Et... Comment s'est passée l'audition, l'interrogatoire avec le policier? Bah, bien, mais ils ont un peu mis la pression quand même. C'est-à-dire comment ça, c'est-à-dire ils me parlaient fort, ils me mettaient la pression. Voilà. Et vous êtes allé jusqu'à vous accuser d'un incendie criminel? Mais vous auriez pu être écroué immédiatement après ces aveux. Pourquoi vous êtes accusé alors? Bah, parce que je vous l'ai dit, j'avais peur en garde à vue. J'étais fatigué, j'avais pas dormi de la nuit. Alors, on a fait une enquête de personnalité vous concernant. Hein. Oui, c'est... D'ailleurs, vous avez fait l'objet d'un contrôle judiciaire qui est relativement positif. Le contrôleur nous indique que vous êtes quelqu'un d'assez démuni, manquant de maturité, en souffrance par rapport à votre histoire familiale. Vous vous découragez vite, vous donnez l'impression de vivre dans une grande solitude. Votre avenir semble préoccupant au contrôleur judiciaire. Un accompagnement social et psychologique soutenu serait le seul moyen de vous aider dans un processus d'insertion professionnelle et sociale. Au casier judiciaire, vous aviez une mention
Pour dégradation, vous aviez été admonesté par le juge des enfants le 25 janvier 2007. Est-ce que c'était un feu de poubelle ou un... Non. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on nous dit C'était dans ce pas- dossier que le mobile, vous auriez des tendances incendiaires, Non, vous, c'est avec les pas vrai. mineurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Parce que nous, on cherche un mobile. J'ai jamais mis le feu à quelque chose. Vous n'avez jamais mis le feu à Jamais. quelque chose. Donc, cette admonestation au casier judiciaire. L'enquête de personnalité, on nous indique que votre père serait au chômage. Il aurait vécu maritalement avec votre mère, Madame Le. Et votre père, malheureusement, s'est désocialisé. Vous étiez tout enfant, petit, et il s'est retrouvé sans domicile. Il a été chassé par votre mère qui ne supportait plus son alcoolisme. Voilà. Vous avez été témoin de... Pardon? Elle en avait marre qu'il la tape. Vous avez été témoin de cette violence commise par votre père. Et donc, il a été hébergé au qui est un centre social d'hébergement pour les personnes en difficulté, et il perçoit le RMI. On nous dit que vous avez été très choqué parce qu'un jour où vous étiez placé, vous avez vu arriver votre père qui était en état d'ivresse dans un foyer, vous avez eu honte. Oui, vous vous rappelez? Oui, bah oui, je me rappelle très bien. Votre mère, donc, a refait sa vie. Et le jour de vos 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a mis dehors. Voilà. Le jour des 18 ans, votre beau-père vous a mis dehors. Et on nous indique dans ce rapport que bon, la scolarité était difficile. Hein. On a tenté de vous donner une formation en maçonnerie, ça a été malheureusement un échec, n'est-ce pas? Tous les matins, votre beau-père, pourtant, vous déposait au lycée. Oui. Et vous fuguiez au lieu d'aller au lycée. C'était pas mon truc, la maçonnerie. C'était pas votre truc, la maçonnerie. L'administration et le corps professoral du lycée vous ont pratiquement jamais vu. Hein. Vous quittez le système éducatif sans diplôme et sans formation. Sur ces faits, revenons aux faits. Vous avez donné ce que le procureur peut nous dire, risque de nous dire tout à l'heure, c'est que vous avez fait ce qu'on appelle des aveux circonstanciés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas contenté de dire spontanément « c'est moi qui ai mis le feu », mais vous auriez donné des détails connus de vous seul. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? En fait, quand j'étais en garde à vue dans la voiture, les policiers m'ont fait, vous savez qu'on a mis le feu à Intermarché, on est monté sur le toit. Et comme j'étais fatigué, moi, quand on me dit un magasin, la première chose que je pense, c'est palettes et tout ça. Et j'ai juste dit qu'on était monté sur des palettes, rien d'autre. Pourtant, vous avez vu, maintenant, on vous a montré la photographie en garde à vue, hein, je crois. Hein. Je vais vous la remontrer, là. Non, c'est bon, je l'ai... Vous l'avez vue, hein, oui. cette photographie, vous voyez, vous l'avez vue. C'est celle-là qu'on vous a montrée en garde à vue au cours de vos auditions. Non, il y avait un espèce de grand meuble à roulettes. Bah oui, c'est ça. Il y a un meuble dessous, sous les palettes, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ce meuble blanc, monsieur? Pour transporter les produits frais. On appelle ça un combi. Un combi Mais blanc, dessus, Il se souvient bien qu'il est à roulettes. oui, dessus des palettes, et puis une grille. Moi, j'avais juste dit les palettes, c'est tout, j'avais rien dit d'autre. Vous êtes sûr? Sûr. Donc finalement, cette nuit-là, vous êtes passé devant le On magasin est passé devant, mais on n'a rien fait avec brûler. vos deux camarades Avec mineurs. mes deux camarades, Vous on n'a rien confirmez. fait brûler. Est-ce que vous avez vu l'incendie? Non. On Ça n'a serait rien quand vu. même un sacré hasard, je sais que vous êtes du quartier, mais vous passez à peu près à l'heure de l'incendie, vous ne voyez pas l'incendie. Non, on n'a rien vu. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'incendier un supermarché avec du whisky enflammé? Non. Pourtant, c'est ce que vous avez dit, semble-t-il, au cours de la garde à vue. D'autre part, vous avez dit qu'il faisait froid cette nuit-là et que vous aviez d'abord voulu vous réchauffer avec des cartons et des palettes. Oui, mais comme vous le dites, le whisky, ça s'inflammable. Ça brûle pas. Est-ce que vous avez dit au cours de la garde à vue que vous aviez d'abord tenté de mettre le feu au rez-de-chaussée sur le côté du bâtiment? Non. Bon. Vous avez été entendu 4 fois. Dans votre dernière audition, il était 11h10 le 22 octobre. Question, maintiens-tu tes déclarations précédentes? Réponse, oui. Question, déclare que tu étais sur le toit avec eux, que tu les as aidés à empiler les palettes juste pour escalader le doigt. Réponse, nous avons empilé les palettes, tous les trois, sur le côté du bâtiment, comme sur la photo que vous m'avez présentée. Question, ensuite, que s'est-il passé? Réponse, nous avons bu du label 5 au coca et fumé un joint tous les trois sur le toit. Pourquoi vous êtes allé déclarer ça? Parce que, on n'est pas monté sur le toit, mais c'est vrai qu'on avait bu et fumé. A cassé la bouteille de whisky sur le rebord du toit et a mis le feu avec du papier. Ça y arrive souvent de mettre le feu avec. Il met souvent le feu.
Le feu a bien pris sur le toit le long du rebord. Nous avons essayé de l'éteindre avec nos pieds en marchant dessus. Mais on n'a pas réussi, le feu prenait trop d'ampleur. Voyant qu'on ne pouvait plus l'éteindre, nous sommes descendus par le même chemin que pour monter, nous sommes partis tranquillement comme si de rien n'était. Question, qui a eu l'idée? C'est Seb. Quelles observations? C'est des aveux. Oui, ben je sais que c'est des aveux, mais moi, ils sont faux, je vous ai dit. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Alors, y a-t-il des questions, monsieur le procureur? Non, ben la question pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi donner tous ces détails? Quand on est fatigué, on dit allez, c'est moi. J'avais peur en garde à vue, c'est ce que je vous ai dit. Non, mais entre avoir peur et donner tous ces faits comme si vous y étiez, il y a une différence. Mais je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais fatigué, j'avais peur de rien. Vous étiez fatigué justement, pourquoi donner autant de détails? Ah, je sais pas moi. Je voulais être tranquille. Justement, si vous voulez être tranquille, pourquoi donner autant de détails? Je sais pas. La partie civile, avez-vous des questions? Juste une observation, Monsieur le Président. Le prévenu à minuit aime bien mettre le feu. Et effectivement, aime bien mettre le feu, puisque le 15 décembre 2004 à 22h, il mettait le feu à un canapé entreposé dans un hall d'immeuble par incendie avec des allumettes. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand le témoin sous X a reconnu sur les photos que l'enquête de police s'est dirigée vers les 3 prévenus. Par conséquent, on n'est pas dans un dossier où monsieur est mis en garde à vue comme ça par hasard. On est bien dans un dossier où on a d'abord un témoin qui reconnaît formellement sur des photos une personne qui a avoué à huis clos avoir commis ces actes, et par la suite on a des dépositions qui sont parfaitement circonstanciées comme vous venez de l'évoquer. Par conséquent, pour les victimes, il ne fait aucun doute aujourd'hui que les 3 prévenus étaient non seulement présents le jour de l'incendie, qu'ils sont montés sur le toit à l'aide des palettes de bois, ainsi qu'ils l'expliquaient lors de leur garde à vue. Et à nouveau, les 3 prévenus entendus séparément évoquent une bouteille de whisky qui a été cassée et à laquelle il semblerait que ça a mis le feu, bouteille de whisky qui ensuite tombe dans le bâtiment. Je crois qu'au vu de toutes ces considérations, il est évident que monsieur et ses 2 complices ont commis les actes qui sont reprochés aujourd'hui. Bon, alors maître, est-ce que vous avez une question? J'ai une question, pas une question, mais plutôt une réponse à monsieur le procureur de la République. Vous verrez dans la procédure, monsieur le Président, et je ne plaiderai pas longuement, qu'il y a eu une autre personne qui a été interpellée, un certain et qu'effectivement il a reconnu en garde à vue avoir commis les faits. Vous verrez, dès 50, il reconnaît, il va écrire, effectivement, c'est moi qui ai incendié l'Intermarché. Il n'y a pas eu de poursuite, là. Il n'y a pas eu de poursuite, mais c'est simplement pour vous dire, monsieur le Président, que dans ce dossier, il y a des gens qui vont être interpellés et qui vont être amenés à avouer des choses qu'ils n'ont peut-être pas commis. Bon, donc pas plus de questions. Donc maintenant, je donne la parole aux parties civiles. Alors, vous vous mettez sur le côté, monsieur. Première partie civile. Approchez-vous, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous, donc, vous représentez le propriétaire de l'immeuble Des locaux, qui a été détruit par cet incendie. Allez-y. Donc, vous avez donc reconstruit le bâtiment? Le bâtiment a été reconstruit. Oui, ça a coûté combien la reconstruction du bâtiment? Environ 1 500 000 euros. 1 500 000 euros. Et vous avez perçu de la compagnie d'assurance une somme de? Alors, la totalité et préjudice évalués reviennent en gros à 2 millions d'euros. J'ai perçu de la compagnie d'assurance environ 1 500 000 euros. Oui. Vous avez une perte de loyer, je suppose? Non, parce qu'il y avait une garantie, perte de loyer. Qui s'est mise en Donc vous réclamez la somme de? Donc là, je réclame la somme de 573 121 euros. Bon. Merci monsieur. Autre partie civile, monsieur, vous êtes pharmacien. Alors je suis pharmacien, la pharmacie a été détruite par l'incendie. J'ai été indemnisé en perte de valeur, en perte d'exploitation et tout ce qui est matériel, stock, etc. Aujourd'hui je me retrouve avec une pharmacie qui fonctionne aux 2/3 de ce qu'elle devrait être, donc elle a perdu une bonne partie de sa valeur vénale. Et c'est ce que je demande aujourd'hui. Réparation sur cette valeur vénale à hauteur de 700 000 euros. Je vous remercie, veuillez déposer votre dossier. Maintenant, la parole est à monsieur le procureur pour ses réquisitions. Vous avez la parole, monsieur le procureur. Merci bien.
Monsieur le Président. Alors déjà, une remarque de base. Les droits de la défense sont une valeur, mais dans une finalité. Et la finalité du tribunal, y compris les droits de la défense, c'est la recherche de la vérité. Il ne faut pas l'oublier. Alors là, nous avons des déclarations. Il ne faut pas tomber dans cette travers où parce que ces déclarations seraient faites pendant la garde à vue, elles seraient fausses. Et le prévenu devant le juge d'instruction assisté de son avocat dirait la vérité. Aussi, ce n'est pas quelque chose d'aussi mathématique. Le prévenu, le mis en examen, a le droit de mentir. Il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi un mobile pour mentir devant le juge d'instruction, c'est l'ampleur du sinistre. C'est un mobile qui vaut bien celui de dire « je suis fatigué, je voulais donc la garde à vue se termine ». Alors en effet, dans ce dossier, il n'y a pas d'éléments matériels à proprement parler. Vous avez simplement la crédibilité des propos de M. Donc il reconnaît qu'il avait bien donné toutes ces informations donc, aux policiers. Et en effet, c'est des aveux qu'on appelle circonstanciés, qui sont contradictoires avec l'idée que je me sens fatigué, on en dit minimum. Là, au contraire, monsieur donne beaucoup de précisions, des faits que seuls les enquêteurs pouvaient connaître et les auteurs des faits. Il ne s'agit pas de simples aveux, il s'agit d'aveux circonstanciés et corroborés par les deux autres mises en examen. C'est la raison pour laquelle je requiers que M. soit reconnu coupable des faits pour lesquels il est poursuivi, et en répression tenant compte à la fois de la gravité des faits et de sa personnalité, il a juste une admonestation à son casier judiciaire en tant que mineur, je requiers 9 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec travail d'intérêt général d'une durée de 140 heures. Je vous remercie. Maître. Merci, Monsieur le Président. Mesdames du tribunal, alors, je viens d'entendre les réquisitions de Monsieur le procureur de la République, et ces réquisitions sont, on va dire, fondées uniquement sur les aveux qui ont été faits en garde à vue. Parce que dans le dossier, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, vous verrez, il n'y a absolument rien comme élément matériel qui permette de dire que celui-ci a participé de quelconque manière à l'incendie. Alors on parle d'aveux circonstanciés. Je ne partage pas le point de vue du procureur de la République. Il va dire ce que les policiers souhaitent entendre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il sera interrogé par le juge d'instruction, il le dira. C'est marqué dans le PV d'instruction, d'audition d'instruction, où il est indiqué j'ai dit ce que les policiers voulaient entendre. Et la garde à vue a été extrêmement longue parce que ce que je déclarais ne concordait pas avec ce qu'avait déclaré Sébastien et avec ce qu'avait déclaré. C'est la raison pour laquelle il fallait me réauditionner pour qu'enfin on ait tous les trois la même version. Voilà le dossier, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal. On veut condamner ce jeune homme sur de simples déclarations faites en garde à vue. Dans ces conditions, Monsieur le Président, je vous demanderai la relate, au moins au bénéfice du doute. Merci, maître. Avez-vous une dernière chose à ajouter pour votre défense? Patientez, la décision sera rendue après la suspension d'audience. Je peux me rasseoir. Allez vous asseoir, oui. L'audience correctionnelle est reprise. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous approcher. Alors, le tribunal considère que les aveux en garde à vue sont insuffisants pour justifier à eux seuls une déclaration de culpabilité. En conséquence, à défaut d'autres éléments, le tribunal estime qu'il n'existe pas de charge suffisante en l'état pour vous déclarer coupable. Et vous êtes donc relaxé au bénéfice du doute. Et les parties civiles sont déclarées irrecevables en raison de la relaxe intervenue. Vous pouvez disposer. Donc l'audience est suspendue. Levez-vous dans la salle, je vous prie. Mettez-vous debout.